Bonjour à tous, je me présente Sophie, j'ai bientôt 47 ans. Je suis parent d'un enfant porteur de handicap invisible. Je suis moi-même porteuse d'un handicap à 80%, reconnu par la MDPH. Et je voulais partager avec vous mon expérience parce que je trouve que c'est important que les Français soient au courant de ce qui se passe pour ces enfants porteurs de handicap invisible et également qu'on se rende compte du combat qu'il faut mener pour accompagner au mieux les enfants. Je suis maman de deux enfants, dont un qui est atteint d'une aphasie linguistique qui l'empêche d'écrire à la main ce que son cerveau pense. Donc aujourd'hui, Mathéo a 13 ans, presque 14 ans. C'est un enfant qui est passé par une difficulté importante aussi pendant sa scolarité, puisqu'effectivement, pendant son primaire, il a été quasiment tout le temps non évaluable, puisqu'il était impossible de relire les serpentins qu'il écrivait sur ses cahiers. Et donc, pour vous parler un petit peu de cette histoire, c'est que effectivement, quand Mathéo, on s'est rendu compte qu'il avait des difficultés scolaires, j'ai eu une enseignante qui a eu une expérience en Angleterre et qui s'est rendu compte que les difficultés scolaires que Mathéo avait n'étaient pas des difficultés classiques. Et elle nous a alerté sur l'importance en fait d'aller faire tester Mathéo sur différents plans, la motricité fine, sur les yeux aussi, il a fait de l'orthopsie. Donc on a fait tout ça, tout ce chemin. Il était dans un milieu scolaire classique, dans une école maternelle classique, dans laquelle sa grande sœur également était. Et puis, il faut savoir que une enseignante référente liée effectivement aux enfants en situation donc de troubles d'apprentissage peut-être légers était dans cet établissement. Elle a décidé effectivement donc de s'occuper de Mathéo le midi pour l'aider effectivement à s'améliorer, on va dire. Sauf que cette enseignante référente pour l'établissement s'est trompée de diagnostic parce qu'elle le traitait pour une dyslexie alors que c'est une aphasie. Et je peux vous assurer que entre l'aphasie et la dyslexie, il y a un monde énorme. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, il a fallu faire face à une équipe pédagogique qui devait s'adapter à Mathéo. Donc en fonction des enseignants, vous aviez effectivement un retour plutôt positif et une envie effectivement de comprendre ce qu'on attendait d'eux. Puis il y avait d'autres enseignants où on sentait effectivement que c'était un petit peu difficile à mettre en place, sachant que de toute façon, il était dans un établissement où ils étaient 30 par classe, donc ce qu'on peut comprendre. La bataille a commencé en 2017, quand il a fallu effectivement faire reconnaître le handicap de Mathéo. J'ai eu un premier refus de la MDPH, enfin un silence de la MDPH qui équivalait effectivement à un refus de la reconnaissance du handicap, parce que apparemment pour la MDPH, un enfant qui n'écrit pas en primaire, ce n'est pas un problème. J'ai donc continué mes démarches et j'ai eu enfin une reconnaissance d'un handicap équivalent à 50% en termes de handicap de la MDPH, et on a pu effectivement mettre en place à ce moment-là un système donc d'adaptation de sa scolarité au sein donc de son école primaire, et on a eu le droit à une AESH. Alors il faut savoir qu'on a eu le droit à 8 heures par semaine d'AESH pour un enfant qui n'écrit pas. 8 heures par semaine à l'école, c'est très fatigant. C'est voilà, ce n'est pas assez. Il faut quand même s'en rendre compte que Mathéo passait beaucoup plus de temps à l'école, et donc c'était lui renvoyer à chaque heure où il n'avait pas l'aide de l'AESH ses difficultés. Donc Mathéo passe sa scolarité, on a des réunions qu'on appelle effectivement GEVASCO avec l'équipe pédagogique, la référente MDPH du secteur, pour parler effectivement de l'évolution de Mathéo et de voir si le système est toujours adapté à ses besoins. Ces réunions, pour ne pas vous cacher, pendant toute la primaire, je suis sortie de ces réunions en pleurant tellement je me sentais incomprise et tellement je sentais mon enfant incompris face à ses difficultés. Et donc, voilà, ça se passe comme ça. Ensuite arrive le confinement, on passe à un CM1 donc en confinement. Ça a été très bénéfique pour lui. Et d'ailleurs, les paramédicaux qui le suivent m'ont dit que les enfants atteints de troubles
enfin d'apprentissage, effectivement, avaient très bien vécu le confinement. Ça leur avait fait énormément de bien de sortir de la scolarité, en réalité, parce qu'il faut s'en rendre compte, ils sont très fatigués. J'avais un garçon qui, à la récré de 10 heures, prenait son sac à dos pour rentrer à la maison, parce que pour lui, il avait déjà terminé sa journée, hein, entre 8h30 et 10 heures. Donc, il faut quand même en avoir conscience. Et donc, Mathéo passe sa scolarité en étant non évaluable la plupart du temps, jusqu'en CM1 où il nous ramène effectivement des bulletins avec des A, des A+. Il restait effectivement encore un peu de non évaluable en cours d'acquisition, mais c'était plutôt positif. On est alors en confinement et la directrice m'appelle et me dit que elle voulait me parler concernant le passage de Mathéo en sixième. Et là, elle m'annonce qu'elle ne fera pas, en CM2, pardon, et elle m'annonce qu'elle ne fera pas passer Mathéo en CM2. Je ne comprends pas, puisque Mathéo a un bon bulletin. Et elle m'explique que Mathéo n'est pas au niveau, parce que effectivement, il ne compose pas sur les mêmes types de contrôle que ses camarades, c'est-à-dire que au lieu d'avoir 10 mots à apprendre par cœur, il n'en a que 3, et que donc, en conséquence, il n'est pas au niveau. Donc je lui ai dit que c'était hors de question, que je ne pouvais pas avoir félicité mon fils pour la scolarité qu'il avait réalisée depuis jusqu'alors, et lui apprendre qu'il allait redoubler. Ça l'a beaucoup attristé en fait d'avoir entendu cette discussion. Il était très angoissé au moment donc des bulletins, mais ses amis, ça c'est une chose importante, c'est qu'on a eu la chance de rencontrer des parents, amis maintenant, des enfants qui ont été toujours très bienveillants avec Mathéo, qui n'ont jamais, enfin, qui ont toujours eu les mots pour lui. Donc ses amis l'ont rassuré, lui ont dit mais non Mathéo, t'inquiète pas, tu vas passer en CM2. Arrive ensuite, donc il passe en CM2. Arrive le CM2, la fameuse réunion Givasco, et là on me demande quelles sont les options pour la sixième. Parce que on me proposait soit un passage dans le collège qui effectivement était la suite de l'école primaire, avec 33 élèves dans la classe, avec une AESH de 8 heures par semaine, donc la sixième ça allait être assez coûteux pour Mathéo. Et puis sinon la classe Ulysse. Sauf que la classe Ulysse, une classe Ulysse, Mathéo est un enfant qui capte très vite, qui a une très bonne oralité. Son seul problème, c'est l'écriture. Donc on refuse effectivement ces propositions. On me propose également un autre collège qui a une sixième adaptée. Mais après, en cinquième, c'est plus adapté. Donc je dis, bah non, je vais pas changer mon fils tous les ans, il a besoin de stabilité. Donc voilà ce qu'on me propose au niveau de l'éducation nationale. Donc on dit non, et on trouve par le biais de l'orthophoniste qui suit Mathéo un collège adapté aux troubles d'apprentissage et aux troubles auditifs. Il s'appelle le Cours Morvan dans le 9e arrondissement. Mathéo passe les tests pendant une période encore de confinement, donc en avril de son CM2, il réussit ses tests. J'ai un retour de la directrice qui est exceptionnelle sur les capacités de mon fils, chose qu'on ne m'avait jamais dite depuis qu'il était rentré à l'école, donc autant vous dire que ça fait chaud au cœur. Et puis elle me dit aussi que de toute façon, elle est là pour accompagner l'enfant à devenir autonome et à travailler effectivement à développer ses compétences qu'il a forcément. Donc, on rentre effectivement en sixième, tout se passe bien. J'avais un peu peur parce que Mathéo était depuis la maternelle avec ses copains. J'avais un peu peur de ce changement. Tout se passe bien. Il prend 8 cm dans l'année et donc tout va bien. Donc ça, c'est un message effectivement important aussi pour les parents d'enfants qui ont effectivement des difficultés scolaires. Si effectivement cette difficulté scolaire est due à un trouble de l'apprentissage, même si ça ne correspond pas à vos souhaits pour lui, à vos rêves pour votre enfant, n'hésitez pas à le changer d'établissement pour son propre épanouissement et aussi pour votre vie de famille. Parce qu'une fois qu'il est pris en charge dans un établissement adapté, vous retrouvez votre unique rôle de parent et non pas de parent conseiller. Vous ne portez plus le poids de son avenir puisque nous, à partir de la sixième, tout s'est éclairci. Nous n'étions plus captés sur les difficultés du trouble d'apprentissage de Mathéo et on l'a laissé évoluer. Donc là, aujourd'hui, il est en quatrième. Et pourquoi je fais aussi cette petite vidéo, c'est pour vous parler de la MDPH. La MDPH vous donne effectivement une reconnaissance handicap
mais vous devez renouveler vos demandes d'aide. Donc, Mathéo bénéficie de l'AEH avec un complément pour permettre de pallier aux frais de scolarité qui sont plus importants que dans un autre établissement, aux frais de scolarité et aux frais de soins liés effectivement à son handicap. La MDPH, donc j'ai renouvelé puisque en août dernier, la prise en charge, l'AEH, effectivement tombait. Donc j'ai renouvelé à partir de mars dernier la demande pour Mathéo. Il faut savoir que rien n'a changé dans son dossier, c'est toujours le même enfant, toujours le même trouble d'apprentissage, les mêmes praticiens autour de lui, toujours le même collège, la même demande. Le dossier, on m'a indiqué qu'il n'était pas complet, donc j'ai dû renvoyer effectivement en avril un complément de ce dossier. Et puis, eh bien, nous sommes le 12 décembre et là, j'ai un agent d'accueil téléphonique de la MDPH qui vient de me raccrocher au nez parce que sa réponse ne me satisfaisait pas, puisqu'il m'a indiqué que la MDPH en était au dossier du mois de mars. Donc, je lui ai dit que c'était scandaleux de laisser des familles dans cette situation. Je ne suis pas la seule. Je connais aussi d'autres parents effectivement qui ont des difficultés financières pour maintenir leur enfant dans un système scolaire adapté. Et donc, je n'ai pas apprécié. Et donc, sa réponse a été de me raccrocher au nez parce qu'il faut savoir que vous ne pouvez jamais parler à personne à la MDPH. Pour l'information, donc je pense, comme on a un peu de chance, peut-être qu'avant Noël, ils vont passer en avril. Sinon, si c'est pas après Noël, j'aurais donc avancé jusqu'au mois de janvier, février, la somme de 4 000 € pour mon fils, pour la scolarité de mon fils. J'ai pas eu besoin de faire appel à un prêt pour financer cette scolarité, mais nous avons dû faire des sacrifices au sein de la famille. Et pour les détracteurs qui pourraient passer par là et entendre dire que j'ai avancé 4 000 € et que je veux que la MDPH me paye ces 4 000 €, sachez que l'argent que la MDPH me verse, c'est un argent qui repart immédiatement vers les paramédicaux et vers le cours Morvan. C'est-à-dire que c'est uniquement voué à mon fils et à sa scolarité, qui est aujourd'hui à de beaux projets. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, il y a une chose dont on parle très peu. Être parent d'enfants porteurs de handicap, c'est pas facile, c'est un combat de tous les jours, mais c'est ça d'être parent. Et puis il y a une autre chose, moi je suis porteuse de handicap à 80%, et quand je me suis retrouvée maman, je n'ai pas trouvé dans les textes de loi de considération pour les parents handicapés. Alors parce que aussi, je suis un parent handicapé qui a toujours travaillé, qui a toujours été autonome, qui a toujours eu un salaire, un CDI. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, donc c'est vrai que je n'ai pas sollicité d'aide de l'État, mais au quotidien, est-ce que j'aurais pas eu besoin de quelqu'un pour m'aider à porter mon bébé à certains moments ou aller me promener dans un parc, puisque au niveau moteur, j'avais du mal à pousser cette poussette. Donc voilà, il y a aussi ça. Il faut aussi parler de ce genre de choses, de situations un peu délicates. On est handicapé, mais on a le droit d'être un parent et on n'est pas obligé forcément de compter sur son conjoint tout le temps, en fait. On ne sollicite pas son conjoint, c'est votre amoureux, c'est le père de vos enfants, mais c'est pas votre aide médicale, on va dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va être vue, que la MDPH va se réveiller, je sais pas moi, prenez des salariés en plus, accélérer en fait ces situations. Il y a des parents qui vont se retrouver dans une situation où ils vont devoir faire un choix entre la scolarité de leur enfant ou pas, du fait effectivement des retards de la MDPH. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour effectivement donc votre écoute et votre attention pour cette vidéo qui était assez longue, je l'avoue.